Ici, la capitelle, ça n'existe pas. Il y a un demi-siècle, c'était le cabanote. Cabanote de vigne ou cabanote de pastre. Le terme capitelle, c'est venu d'érudits qui ont travaillé dans l'Hérault et le Gard. Là, ça s'appelle capitelle. Dans le Quercy, on dit les caselles. Dans les Pyrénées-Orientales, on dira les baraques ou les horis. Les horis, on le dit aussi en Ariège. Et là, en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales, quoique dans la montagne, ça sert pour les estives, pour abriter le berger et aussi pour mettre les fromages à l'intérieur. Voilà. Je me suis intéressé depuis quelques années plus particulièrement à ces cabanes parce que c'est quand même une technique qui est très intéressante, qui est un petit peu plus compliquée encore que la pierre sèche, puisque l'idée c'est d'arriver à faire une voûte sans aucun matériau autre que la pierre. C'est-à-dire il n'y a pas de bois, il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de coffrage, et toute la technique c'est justement comment arriver à faire ces constructions. D'abord j'ai commencé par les recenser. Depuis la montagne d'Alaric, c'est-à-dire Camplon, jusqu'au massif de Moutoumé, jusqu'à Dernier-Cueillette. Et là, j'en ai trouvé jusqu'à présent 200, 220, 225, disons, 225 cabanes qui sont la plupart enfouies dans la végétation. C'est les chasseurs qui parcourent beaucoup la garrigue et les habitants du village et les randonneurs aussi qui me les enseignent. J'utilise aussi Géoportail, les vues satellites, mais comme par chez nous, c'est très fermé, c'est très difficile à les voir. Je me suis fait bien aider par des amis et par le pays touristique, des compétences diverses, pour arriver à établir cette carte qui est interactive, c'est-à-dire qu'on la trouve sur Internet. Les épingles bleues sont les cabanes qui restent encore en bon état. Les rouges, elles sont debout, mais elles vont tomber. Les jaunes, elles sont déjà tombées en grande partie, et les marrons, elles sont complètement effondrées. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle épingle, vous aurez une photo, 2, 3, 4, 5 photos avec des vues différentes de cette même cabane. Donc, après le recensement, vient la restauration. Donc, avec l'association de Saint-Pierre-des-Champs, la Clé des Champs, on est parti pour retrouver les capitelles de Saint-Pierre et les restaurer. On en a trouvé donc presque une dizaine qu'on a toutes restaurées depuis 2 ans et demi, tous les samedis matins. Voilà, alors avant il faut d'abord débroussailler, elle est très grande cette cabane, et là elle est quasiment terminée, elle fait 2,50 m de diamètre intérieur, et ça c'est une autre cabane, plus petite, toujours sur la commune de Saint-Pierre-des-Champs. Et c'est une autre cabane, encore plus petite. Celle-là, elle était vraiment très, très abîmée. Et alors, c'est intéressant, cette photo, parce qu'on voit qu'elle est intégrée dans le mur. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient d'économiser le maximum d'espace. C'est, selon moi, après il reste à démontrer autrement, pour moi, c'était des agriculteurs. On a tendance à dire que c'était des bergers, mais c'était des agriculteurs. L'idée, c'était d'économiser le maximum d'espace. Donc, ils le faisaient ou bien à l'intérieur du mur, ou bien ils le faisaient sur un endroit où c'était inculte, c'est-à-dire sur le rocher. Là, on ne pouvait pas travailler, donc ils faisaient la cabane là. Ou bien, ils la faisaient dans ce qu'on appelle ici des clapasses, des pierriers, des gros pierriers. Ils accumulaient les pierres et ils faisaient la capitelle à l'intérieur de ce clapasse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une capitelle? Comme je vous dis, c'est une cabane intégralement en pierre sèche, outre le mur que l'on monte au départ. Après, on avance progressivement chaque pierre de quelques centimètres, 5 à 10 cm si jamais la pierre est suffisamment grosse pour supporter celle qui est au-dessus. Donc on avance progressivement la pierre et on charge derrière, ce qu'on appelle le tas de charge, pour éviter le basculement vers l'avant. Et niveau par niveau, on monte, tant qu'on n'a pas fini le cercle, on ne passe pas à l'étage suivant. Alors là, elles sont toutes jointives, de manière qu'il n'y ait pas de mouvement entre. Et là, vous pouvez voir, elles sont inclinées légèrement vers l'extérieur. C'est-à-dire que le fait qu'elles soient inclinées vers l'extérieur, les pierres vont contre-buter et elles vont se claver. Voilà, elles n'iront pas plus loin. On met un axe central dans la terre et on fait un nœud pour délimiter le parement intérieur. On fait un second nœud à l'extérieur
pour délimiter, bon là elle fait que 30, mais il faut au moins 50 à 60 cm d'épaisseur, et on fait le second nœud à l'extérieur, et bien, tout bêtement, on tourne, comme ça on aura un cercle parfait, et on remonte bien sûr pour arriver à la hauteur qu'on veut, et pour faire la voûte, et bien donc on monte, et on fait tout le tour, on monte, jusqu'à ce qu'on arrive à faire une voûte, une coupole, disons, en berceau, quoi. Alors, pour les cabanes carrées, alors là, on monte normalement carré, et dans chaque angle, on met une espèce de linteau, hein, dans l'angle, pour arriver progressivement à avoir le cercle, parce que ça peut se faire, hein, des voûtes comme une pyramide, c'est quand même un peu plus délicat. Donc on retrouve progressivement le cercle, et après, pareil, avec les mêmes repères, on forme notre voûte, quoi. Voilà, alors celle-ci, ça c'est une vieille capitelle que j'ai retrouvée, donc toujours pareil, dans les Bartas. Alors voilà, on voit l'encorbellement, et tout le haut, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'elle se trouve adossée à un talus. Donc accès possible pour les animaux, les sangliers, les chevreuils, etc. Donc qui ont fait tomber. Mais par contre, ce type de construction, il n'y a pas besoin de clé. D'ailleurs, la clé elle aurait été là-haut, tout aurait dû tomber. Mais non, puisque justement, tant qu'on monte, ça se tient. À chaque niveau, ça se tient. Donc, même le bâtisseur, il peut monter au bord même du cercle, ça se tient, quoi. Voilà. Voilà, on revient à la première que j'ai bâtie. Là, on se rapproche progressivement du centre. Là, une chose à remarquer, c'est le linteau qui est quand même relativement mince. Donc, d'une première chose, pour éviter qu'il supporte ce gros poids, hein, parce que ça peut être au moins 1 tonne, voire plus, donc je réduis progressivement l'entrée en encorbellement. Oui, je reviens sur le mot d'encorbellement. Un encorbellement, c'est une suite de corbeaux. Et un corbeau, vous avez pu en voir surtout dans les anciennes maisons, c'est une pierre qui dépasse en saillie d'un mur droit. Ça peut servir pour supporter une poutre, par exemple, ou je ne sais quoi, une statue, ou je ne sais pas trop. Donc un encorbellement, c'est une suite successive de corbeaux. Et là, en plus donc, de faire ce petit encorbellement de la porte, j'ai diminué, vous voyez, de part et d'autre, l'espace, et j'ai rajouté un second linteau, c'est lui qui va prendre la charge. Mais là, il n'y a plus que 30 cm de portée, et il n'y a pas de problème, et il supportera largement le poids. Et là, voilà, elle est fermée. C'est pas comme certaines qu'on peut voir, les bories ou les capitelles justement de l'Hérault ou du Gard, qui eux étaient terminés, ils appelaient les cabanotes pointues, les cabanotes punchues. Et elles, c'était terminé avec des lauses. Ici, non, la plupart sont quasiment plates, et d'ailleurs, le système constructif ne pouvait pas être étanche. Donc, ils recouvraient par-dessus une couche de terre, de l'argile, parce qu'ici on a beaucoup d'argile. Ils mettaient une bonne couche d'argile. L'argile, on rajoutait des petits cailloux. Parce que s'il n'y avait que de l'argile, uniquement de l'argile, s'il faisait une pluie de 40 ou 50 mm, tout doucement, cette argile va partir, quoi, hein. Donc on rajoute des petits cailloux qui fait que ça fait une armature, une espèce de pisé avec des gros blocs qui fait que ça le stabilise. On peut y planter, j'y trouve des sédums, etc. Hein, des sédums, c'est ce qu'on appelle le grain de riz qui pousse sur les toits, hein, qui envahit les toits. À mon avis, ils sont venus tout seuls, ces sédums-là. Hein, ils n'ont pas été plantés exprès. J'en trouve avec des iris. Ça tient très bien la terre, les iris. J'ai trouvé une très belle grâce aux iris. D'ailleurs, hein, depuis la route, Michel, c'est les iris qui ont trahi la capitelle, quoi, hein. Là, c'est une capitelle qui, elle, était parfaitement ronde. Donc là, c'est le principe, vous voyez, de l'axe. En fait, sur l'ensemble, il ne restait plus que ça. Mais par contre, il y avait une très grande lézarde en diagonale, fissure, qui dénotait un mouvement vers l'extérieur, quoi. Et pourquoi cette lézarde? Parce que tout simplement, d'un côté, on a le talus, qui lui contient bien les poussées. Par contre, derrière, ici, il n'y avait rien qui tenait. Et l'argile a pu s'affaisser et entraîner le reste. Pas de grand-chose, de 4 ou 5 cm, mais c'était suffisant pour ne pas pouvoir continuer à monter comme ça. Donc nous avons complètement
défait ce mur-là et on l'a refait avec le centre de formation Batipaul de Saint-Martin et Villereglan à côté de Limoux. Donc les voussoirs, on appelle ça les voussoirs. Les voussoirs, c'est la composition d'une voûte. Donc chaque pierre, c'est un voussoir. Non seulement elles sont bien jointifs, mais il faut absolument caler pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de mouvements latéraux. Et ensuite, on monte à l'extérieur et on remplit avec ce qu'on appelle la fourrure. On remplit avec des petites pierres. Là, elle est quasi terminée. Et voilà, là, elle est finie. Là aussi, voilà, j'ai fait aussi un carré de décharge. Je n'ai pas voulu prendre de risques. Et vous pouvez voir ici les bords, parce qu'elle est visitée, elle est beaucoup visitée. Elle est sur la ronde des capitelles de Saint-Pierre-des-Champs. Et pour pas que les gens, quand ils marchent dessus, parce qu'ils vont marcher sur le bord, disons que je termine ce qu'on appelle le couronnement avec des grandes pierres, voilà, elles sont bien stables. Et en plus, j'ai créé un escalier pour descendre. Sinon, les gens auraient tendance à sauter et voilà, et faire tomber les pierres, quoi. Là, on arrive, donc, un petit tour des capitelles de la région. Là, on est sur Tournissan, Commes de Mours. Ou Commes d'Amour, il y a plusieurs écritures sur la traverse entre Tournissan et Talleyrand. Voilà, l'autre, alors, elle est très grande, toujours à Commes de Mours. Ce qu'on peut voir ici, c'est un petit mur. Comme à l'intérieur de la capitale est plutôt sombre, l'agriculteur se mettait, ça pouvait être un viticulteur, elle ne date pas de la vigne, elle est bien antérieure. On pouvait très bien casser la croûte devant à l'entrée et être à l'abri du vent en même temps. Alors là, on est au Pont d'Ils, derrière le cimetière. Alors celle-ci, elle mériterait le couronnement d'être refait, là, voilà, ça s'en va. Et le mur ici, là, un jour, il faudra presque commencer par là, parce que là, c'est en train de partir. Et si le mur s'en va, c'est la route goudronnée qui passe en dessous. Là, on revient à Commes de Mours, c'est côté, ça s'appelle les Lozes, la bien nommée, quoi. Et là, c'est sur la route de Saint-Laurent de la Caboris, les Fontanelles ou Fontanilles, je ne sais plus. C'est la traverse qui rejoint le moulin de Talleyrand en allant sur Saint-Laurent. Alors là, c'est autre chose, mais la volonté, c'était la même, c'était de se mettre à l'abri du vent. Donc, bien sûr, le cerf, il arrive de là, et il y a un très léger encorbellement, mais comme il n'est pas circulaire, donc elles ont du mal à contrebuter, donc du coup, ils ont chargé considérablement à l'arrière. Et malheureusement, comme elles se trouvent près du chemin, les lozes sont parties, quoi. Voilà, c'est la vie des murs, c'est comme ça, quoi. C'est dommage. Alors, de quand datent ces cabanes? D'abord, je commence par la technique. Le cairn s'est constitué uniquement de pierre, et le tumulus, c'est un entourage de pierre et avec de la terre dessus. Là, c'est un cairn, et donc c'est une tombe. C'est une tombe préhistorique, 6400 ans avant le présent. Et c'est un entrepreneur, il y a un demi-siècle, il est arrivé avec le tractopelle, et là, il avait de la pierre en pagaille, il faisait 70 mètres de long, il fait toujours 70 mètres de long. Et quand il est arrivé au niveau de la chambre mortuaire, parce que là, nous avons le couloir d'accès, voilà, et on accédait à la chambre mortuaire, il y en avait une dizaine comme ça. Et quand il est arrivé là, il a été stoppé, et moi, ce que je peux voir, c'est qu'il a été refait, mais on voit quand même le principe d'encorbellement. Je croyais que c'était du calcaire, mais c'était un granit, parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de granit. Donc voilà, les pierres courbées, inclinées vers l'extérieur, et qui s'approchent progressivement. 6400 ans. La technique. Après, je n'ai pas vu de cabane, c'est très difficile à cette époque-là de trouver des cabanes, mais on a trouvé ça. Alors là, c'est un habitat, sans être une maison, mais là, c'est l'âge du cuivre, donc on va dire c'est 3000 ans avant notre ère, donc elles ont quasiment 5000 ans. Il y avait une très grande cabane, une maison. Ils ont retrouvé les trous de poteaux, c'est comme ça qu'on les retrouve. Et là, il restait ceci, qui, selon les archéologues, d'après le compte rendu des archéologues, il y avait un départ en encorbellement. L'ensemble, c'est un habitat, mais ça pouvait servir pour mettre je ne sais quel matériel à cette époque-là. Bon, ils ont bien trouvé quelques silex, mais... c'est dans l'Hérault. La culture de Fontbouisse, c'est à la limite de l'Hérault et du Gard, Et là, nous sommes dans les Pouilles, en Italie. Là, c'est moyenâgeux, celle-ci. Selon les écrits, ça pouvait être beaucoup plus ancien. Bon, là, c'était des habitats. C'était des maisons,
Les murs faisaient plusieurs mètres d'épaisseur. Selon ce qu'on dit, ce n'était pas forcément confortable d'ailleurs, bien qu'il y avait de l'inertie, mais peut-être trop d'inertie. Et maintenant, en fait, c'est un coin qui est très connu, c'est touristique, et il est loup pour les touristes. Ils font des gîtes, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et là, nous arrivons à nos capitelles. Elle peut être très ancienne, parce que vous voyez les montants de la porte, c'est quand même constitué de gros blocs, un bon gros linteau. C'est pas envahi par la végétation, apparemment elle était maintenue, entretenue, parce qu'il y avait le chemin, la route des Ausines à la Grasse, là. Donc on peut imaginer qu'elle n'était pas sous la végétation, donc elle peut être très ancienne. 2 siècles, 3 siècles, je ne sais pas. Je n'ai rien trouvé qui puisse dater ce genre de... cette cabane-là. À quoi ça a servi? Eh bien, là, il y a un ruisseau qui coule, hein, tout près. On peut imaginer un jardin, peut-être des lentilles, du blé, je ne sais pas. Il y a de la vigne, mais ça aurait été dommage de faire de la vigne sur une bonne terre comme ça, je ne sais pas. Voilà, alors toujours sur la datation. Alors celle-ci, c'est la seule que j'ai trouvée datée. J'en ai trouvé 2. Une deuxième, l'autre c'est une cabane de cantonniers, parce que les cantonniers aussi, il fallait se mettre à l'abri en bordure de route. Elle datait de 1909. Et celle-ci, donc il y a un très très mauvais état. Alors là, il faut la refaire. Alors là, il y a un gros travail d'abord, retirer toute la charge sur le linteau qui s'est affaissé, étayer très très solidement partout et retirer le pied droit. Elle est datée donc de 1856. Un 21 juin, alors à une deuxième date, je n'ai pas su voir, une croix latine sur un socle triangulaire, 3/4, je pense que ça veut dire, là, ou je ne sais pas trop quoi, et c'est Miquel, alors les familles Miquel, il y en avait beaucoup dans l'Aude, hein. Miquel Jean. Alors, ça ne peut pas être, à mon avis, un apport extérieur, parce que c'est quand même si c'est soigné, les dates de nos maisons qu'on peut trouver, qui sont moyenâgeuses ou qui ont 200 ou 300 ans, c'était beaucoup mieux soigné que ça. Là, ils ont voulu faire un cartouche qu'ils ont raté, donc ils ont cassé la pierre. Et voilà, l'ensemble ne mériterait pas, à mon avis, d'être dans une maison, quoi. Donc, à mon avis, c'est authentique, elle date vraiment la capitale, quoi. Alors, qui étaient ces gens-là? Selon moi, d'après, parce que j'ai quand même pas mal bouquiné, enfin, c'est connu quand même, hein, il se trouve qu'au XVIIIe siècle, explosion démographique, le pays allait mieux, il y avait moins de guerres, il y en avait quand même, hein, moins de maladies, hein, il y a eu la peste après encore, mais là avant il y en avait moins, au niveau sanitaire ça allait mieux, bien que les naissances étaient catastrophiques aussi, sur 2, ils n'arrivaient pas, mais quand même il y a eu une expansion démographique, ce qui fait que XVIIIe siècle, le roi autorise les habitants des villages à défricher les territoires, c'est-à-dire de manière à pouvoir nourrir la famille. Ils autorisent à défricher à condition de payer une taxe qu'on appelait la tasque 13e, c'est-à-dire 13% du revenu, il fallait plus toutes les autres taxes, puisque c'était les abbés de la Grasse avaient un vaste territoire, ils allaient même jusqu'à Barcelone ou en Catalogne, quoi. Donc voilà, ils payaient une taxe et ils défrichaient, quoi. Ils défrichaient, et donc ces pierres, pour ne pas les mettre chez le voisin, eh bien, ils les mettaient en périphérie. Alors là, je ne sais pas s'il y avait des terrasses, en tout cas la terre, elle n'y est plus. Je me suis promené là-dedans, hein, c'est beaucoup de rochers, hein, mais si ça date de 200 ans, ou voire plus, on peut imaginer que la terre elle est partie, quoi. Là, on voit bien, à mon avis, c'est pour drainer, hein, pour conduire l'eau, pour éviter qu'elle se répande un peu partout. Voilà, là on y revient, donc une architecture d'autosuffisance, un art de la nécessité. Marc Pallas, c'est un viticulteur, entre autres, qui est de Sigean, qui a écrit ça. Pourquoi un art de la nécessité? Eh bien, à cette époque-là, il n'y avait plus de bois. Tout était complètement pelé. On peut voir encore sur les vieilles cartes postales, hein, que la garrigue, elle était complètement pelée. Et parce que les gens se chauffaient au bois, ils faisaient la cuisine au bois, il y avait les fours à chaud pour bâtir les maisons au bois, il y avait les mines de... ici, je ne sais pas s'il y avait trop de mines, mais il y avait les mines qui consommaient pas mal de bois, pour faire le charbon de bois, donc pour extraire le minerai de fer. Il y avait les bergers, bien sûr, les troupeaux, les chèvres,
il y avait des sanctions assez sévères, hein, par rapport, une réglementation sévère par rapport aux chèvres, quoi, hein. Et les agriculteurs, qui eux, ben, il a fallu qu'ils mangent, donc ils ont défriché progressivement la garrigue et ont repoussé les troupeaux toujours plus loin, quoi, hein. Voilà, alors celle-ci, c'est la vallée d'Alsou qui mène vers Trèbes, quoi, hein, les jolies gorges là, hein, de l'Alsou. Alors on peut imaginer que là, dans ce secteur-là, une pente comme ça ne pouvait pas être des agriculteurs, on ne voit aucune trace de terrasse. On peut imaginer que ça aurait pu être un berger qui était là pour surveiller, ses brebis. J'ai lu dans les bouquins, dans l'Hérault, où des bergers, par contre, se louaient pour bâtir des capitelles pour les agriculteurs, quoi. Voilà. Parce que n'importe qui ne savait pas. C'est Jean Poudou de la Grasse, un apiculteur, qui disait qu'on savait bâtir en pierre sèche, mais très peu savaient faire la voûte en encorbellement, quoi. Alors ensuite, j'ai continué aux archives, donc avec le cadastre napoléonien, le cadastre napoléonien 1831. Ça représente une toute petite partie du territoire. Bien sûr, en violet, c'est des vignes. En jaune, c'est classé terre, c'est-à-dire terre cultivable, hein. Et en beige, c'est les vacants. Les vacants, on pouvait éventuellement, probablement même, aller faire paître les bergers, faire paître leurs troupeaux. Et en blanc, c'est les carrailleroux, quoi, les sentiers pour circuler avec les bêtes ou les hommes. Et là, on peut voir où passaient les troupeaux. Ils passaient bien souvent au milieu ou entre, en tout cas, les terres qui étaient cultivées, et d'où les conflits, enfin, que l'on sait, éternels entre le berger et l'agriculteur, quoi. Là, à nouveau, c'est toujours à la Grasse. Voilà, une occupation assez importante. Et c'est en 1831. Et après, ça n'a fait qu'augmenter, surtout que lorsque la vigne, explosion de la vigne, alors là, le territoire était très largement couvert, quoi. Au plan cadastral correspond l'état des sections, le cahier, pour faire payer les impôts, hein. Donc il y a le nom, alors là c'est un métayer, là c'est un tanneur qui avait les parcelles, le numéro de la parcelle, la nature et la valeur, etc., quoi. Et donc métayer, tanneur, et là c'est un cultivateur et un négociant. Et là donc c'est un viticulteur, en tout cas qui s'est improvisé viticulteur, mais en fait qui est capitaine en retraite. Ça veut dire que maintenant, de quand on date, à quoi ça servait, qui les cultivait, eh bien en fait, c'est toute la population, à mon avis. Celle-ci, là, que j'ai soulignée, vigne, et ça, c'est la seule cabane que j'ai trouvée qui est cadastrée. Donc elle était sur cette parcelle-là, la cabane, elle est là, elle appartient toujours donc, à un viticulteur à la retraite de la Grasse, et là, elle est restaurée. Voilà, et donc celle-ci date minimum de 1831, et à l'intérieur, dans le mur qui était quand même déstabilisé, une partie sous une pierre que j'ai voulu remettre en place, j'ai trouvé cette serpette de vendange. Et là, c'est une petite partie seulement, alors c'est toujours sur la Grasse, des occupants de ces parcelles. Voilà, donc tous ces gens-là étaient propriétaires de ces parcelles. Voilà, ils n'étaient pas bergers. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on a donc travaillé sur Saint-Pierre-des-Champs pour restaurer les capitelles, et maintenant je me suis intéressé à beaucoup plus loin, donc Tournissan, La Grasse, Ribotte, etc., où j'ai restauré avec l'aide de beaucoup d'amis. Et voilà, la même capitelle que je rêvais l'an dernier. J'ai dit celle-là il faut la sauver, quoi, hein. Elle fait 3,30 m sous la voûte. Ce que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait un tas de charges derrière pour contrebalancer la voûte, mais une fois que la voûte elle est fermée, elle se tient toute seule, quoi. Elle n'a plus besoin de tas de charges. Sinon, ce qui va se passer là maintenant, ce qui se serait passé si on n'avait pas refait les parements extérieurs, eh bien d'autres animaux seraient venus et tout doucement auraient fait tomber la cabane, quoi. Alors là, j'ai rajouté ce contrefort parce que je n'ai pas osé enlever les pierres. Il n'y avait que ce montant qui tenait, hein. Tout le reste, vous voyez les pierres rouges, là c'est du rajouter tout ceci. Et voilà, c'est une belle capitelle qui peut se visiter, elle se trouve au bord de la piste du col Rouch. Ça c'est une autre à Rouerou, Terre Rouge, la Terre Rouge, voilà. Voilà, là elle est terminée.
Pourquoi la terre? Pourquoi rajouter la terre alors qu'elle était si précieuse? Est-ce que c'est pour empêcher les courants d'air? Voilà, on peut imaginer ça. C'est une photo intéressante là. C'est rare qu'on soit aussi nombreux. Voilà, elle est terminée. Tournissant, hein, le sentier La Sténouse, elle était en très très mauvais état. Elle était une fois reconstituée et là, elle était tombée et je l'ai remontée. Ce que j'avais vu, hein, c'est tout bêtement, à nouveau, c'était le sol qui avait bougé. Il y avait une grosse pierre épaisse, une espèce de lose très épaisse qui était très inclinée comme ça. Et tout le mal est venu là, quoi. Hein, tout a suivi. Voilà, alors les pierres viennent de là, hein, on n'a pas été les chercher ailleurs. Les agriculteurs, on prenait le matériau sur place, on ne va pas le chercher, on n'avait pas les moyens. Le Lausa, la Grasse, celle-ci aussi, elle est très grande aussi, ça aurait été dommage qu'elle tombe. Ce qui est intéressant, c'est d'intéresser tout un public, que ce soit le centre de formation, les professionnels, artisans, les bénévoles ou associations, c'est ça qui est intéressant. Alors là, c'est le centre d'insertion de Saint-Papoul qui vient régulièrement travailler sur la Grasse. Alors, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est très fréquent, on voit un contrefort de part et d'autre. Alors, le contrefort sert à plusieurs choses, il sert de contrefort, bien sûr, mais il sert aussi à stocker les pierres, parce qu'il faut mettre les pierres quelque part. Hein, donc on stocke les pierres et ça sert aussi d'échafaudage. C'est-à-dire le contrefort, on le montre progressivement en même temps que la capitelle. Alors là, c'est celle qu'on a vue qui est cadastrée. Voilà, elle est comme ça. Alors celle-ci, voilà dans quel état elle était. C'était à l'intérieur, c'était un gruyère. On voyait voilà, des étoiles partout, quoi. Par contre, étayée maximum. Donc, et la voilà terminée. Voilà. Elle est très très grande, ça. Très 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 grande. Et c'est là que donc j'ai retrouvé dans le mur, à moitié du mur, la serpette de vendange. Alors si j'avais des sous, au carbone 14, on pourrait analyser le bois, mais voilà, ça doit coûter très cher. Alors voilà, là nous sommes dans le cadre du budget participatif. Donc ça c'était encore notre moyen de pouvoir restaurer ces cabanes. C'était de faire travailler des professionnels et par chance le département donnait 1,5 million d'euros pour tous les projets au niveau du département. Avec l'association La Clé des Champs, nous avons postulé pour restaurer 10 capitelles. Et donc ça, voilà, ça c'est la première capitelle et voilà une fois fini ce que ça donne, quoi. Elle est à 5 minutes de la route de carrefour de Saint-Pierre, Talleyrand et La Grasse, quoi. Voilà, ça c'est un deuxième budget participatif. Celle-ci, donc il y avait une brèche importante. Et pourquoi? Ben, là aussi, c'est au même niveau. Là c'est une terrasse de culture et là c'est une pente. Donc on peut imaginer les sangliers qui régulièrement, on appelle ça un furols ici, et donc ils auraient fini par le faire tomber complètement. Et autre chose intéressante, un peu comme tout à l'heure je vous disais, pourquoi ils n'ont pas construite sur la terrasse, mais pour économiser de la place. Ils l'ont construite carrément dans la pente. Ça peut être une raison aussi qu'elle peut tomber, quoi. Parce qu'elle est retenue comme l'autre qu'on voit par là, et là, il n'y a rien pour la retenir. Là, il a fallu qu'ils l'adaptent au terrain, donc ils ont fait un couloir. Parce que, pourquoi la porte elle est là? Ils auraient pu mettre, mais non, là, c'est là où le cerf arrive là. Donc ils mettent en général, l'orientation, c'est sud, mais l'idéal, c'est sud-est, quoi. Parce qu'à l'est, eh bien, le soleil, en hiver, il ne paraît pas. Donc, sud-est, déjà, le soleil est en haut, il peut chauffer, on peut l'imaginer comme ça. Là, c'est une capitale expérimentale qui, cette année, il devait y avoir Promode, enfin, il aurait pu y avoir Promode, ce qui est une foire qui dure 4 jours, et j'ai proposé de faire une capitale à Promode avec les enfants. Donc, il fallait d'abord faire le modèle, en vrai, pour voir si ça marchait, quoi. Et je peux vous dire, on était 3, on aurait pu être 4. Et là, vous pouvez voir, je vous disais qu'il fallait un contrepoids de l'autre côté, il n'y a que les voussoirs. Il n'y a que les pierres de la voûte. Il n'y a aucune tenue, l'épaisseur elle est vraiment minimale et ça tient très bien, quoi. Voilà, je vous remercie.